Salut tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Nantel à l'antenne. J'espère que vous êtes de bonne humeur et qu'il n'y a rien qui vient heurter vos sentiments négatifs, à part le manque d'effort de Kirby Dak, mais ça c'est une autre affaire. Ceux qui ne suivent pas le hockey, ben suivez-le parce que je vais faire des petites références des fois pendant les séries. Moi, ça va très bien. Je suis content. Vous réalisez à quel point je suis heureux du fait que vous vous abonnez à la chaîne, que vous participez, que vous commentez. Mais sauf que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a des petites capsules aussi qu'on part de cette demi-heure-là que je fais à chaque semaine. Et des fois, quand ça dure 1 minute et demie, il y a des gens qui commentent sur d'autres réseaux sociaux puis qui suivent pas nécessairement là, le sujet principal. Et c'est arrivé dans la dernière capsule que j'ai faite. Donc, ce jeune garçon qui était un résident permanent, mais que le procureur de la Couronne disait il faut pas lui donner 6 mois de prison malgré les crimes qu'il fait parce qu'il va être déporté. Moi, je trouvais ça complètement ridicule, mais je trouvais qu'il y avait trop de monde, là, puis moins sur ma chaîne YouTube, mais sur les autres réseaux, là, il y avait bien du monde qui était bien content de parler contre les immigrants, puis de déportation, tout ça, mais pas assez pour parler du système de justice, qui est le vrai problème là-dedans. Alors, je trouve ça important quand même qu'on parle du vrai sujet, parce que ça concerne pas juste l'immigration, ce genre d'exception-là. J'en avais parlé. Il y a des cas vraiment absurdes de gens qui commettent même des agressions sexuelles, des choses vraiment graves, et qu'on dit « Ouais, mais là, c'est parce qu'ils travaillent aux États-Unis des fois, il faut qu'ils prennent l'avion, qu'ils passent les douanes, il faut lui donner une peine moins grande. » Cette semaine, il y avait le procès d'une dame qui conduisait à reculons sur la rue, à sens inverse. Elle a frappé 3 personnes. C'était son procès et le procureur de la Couronne disait qu'on la blanchisse de toutes les accusations parce que c'était une enseignante en adaptation scolaire puis qu'il y avait une pénurie de tout ça dans la société. C'est complètement fou, tu sais. Fait que c'est de ça, surtout, que je voulais que les gens parlent et qu'ils échangent là-dessus. Et il y en a qui disent « Ah ouais, mais c'est ça, c'est les libéraux puis Trudeau », mais je vous rappelle que ça a commencé en 2013, là, que la Cour suprême demandait comme ça au procureur de la Couronne puis au juge de tenir compte de l'impact qu'une sentence avait sur les gens qui étaient condamnés. Et ça, ben 2013, c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir. Fait que je blâme pas les conservateurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est enraciné de façon plus profonde dans la société. Ça dépasse le politique. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, le système de justice qui est en train de prendre une dérive tant qu'à moi. Premier sujet, ceci. Bon, là, je ne vous demande pas de faire un arrêt sur image puis de lire chacun des commentaires qui est là, mais ça, c'est un exemple, quelques-uns des dizaines de commentaires que je reçois depuis que j'ai créé cette chaîne-là, de gens qui disent « Là, le Labrador qui est derrière toi, ça n'a pas de bon sens. » Il y en a qui m'écrivent des courriels personnels longs comme ça, puis il y en a qui sont même un petit peu frontaux, on va dire « Tu connais pas ton histoire, tu connais pas ta géo, papa, t'es un traître à la nation, tu donnes le Labrador à Terre-Neuve. » Alors, vous savez comment le nouveau Guy est bienveillant, mais le nouveau Guy n'aime pas beaucoup se faire gosser dans la vie, alors on va procéder à un cours de Labrador 101. Pourquoi le Labrador appartient à Terre-Neuve? Ben, la question est légitime, elle mérite d'être posée. Donc, il faut remonter évidemment dans l'histoire. La carte que vous voyez là, c'est la carte de la Nouvelle-France dans les premières décennies. Puis, on remarque que c'est une grande étendue bleue, mais ce qui est important surtout de constater, c'est que les frontières sont vraiment floues à cette époque-là. Et elles vont le rester pendant au moins les 200 premières années qui suivent le début de la colonisation. Donc, ça fait en sorte qu'au début, on occupe un territoire gigantesque qui va vraiment jusqu'à Winnipeg, même un petit peu à l'est de la Saskatchewan, jusqu'au sud de la Nouvelle-Orléans. Le Midwest américain, c'est la Nouvelle-France. Donc, ça fait en sorte que la Nouvelle-France est très puissante, mais ça ne durera pas longtemps. Puis vous voyez même cette carte-là qui donne l'impression d'être une carte un petit peu mieux définie. Ben même à cette époque-là, la Nouvelle-France, c'est ce qu'il y a essentiellement entre les deux barres jaunes. Là. C'est pas je vous ai pas fait le 3e lien sur l'île d'Orléans en passant, là. C'est vraiment juste pour montrer la section entre les deux barres jaunes où c'était vraiment, de façon concrète, un peu plus ça, la Nouvelle-France. Bien sûr qu'il y avait des communautés autochtones un peu partout éparpillées là, mais elles n'avaient pas vraiment de droit et surtout pas à partir du moment où la couronne anglaise est arrivée. Donc, on ne tenait pas vraiment compte d'eux autres. Et pourquoi, après ça, le Labrador appartient à Terre-Neuve? Bien là, c'est intéressant. 1763, donc la conquête vient d'arriver, les Anglais viennent de gagner la guerre de 7 ans contre la France et nos terres sont données aux Anglais. Et là, les Anglais, la proclamation royale, 1763, c'est la première constitution en Amérique du Nord. Donc, ils se disent, on va donner le Labrador à Terre-Neuve.
Et le Labrador, à cette époque-là, c'est pas le territoire qu'on voit aujourd'hui. C'est une simple bande que vous voyez, qui fait à peine 1 mille de profondeur, donc c'est une petite bande côtière. Et pourquoi c'est comme ça? Bien parce que à cette époque-là, Terre-Neuve, c'est juste un comptoir de pêche, en fait, qui est une colonie anglaise. Et même si, avec le recul, ça peut donner l'impression qu'il y a comme une absurdité parce que ça appartient géographiquement au Québec, bien, la réalité, on l'a vu, c'est qu'en Nouvelle-France, c'est pas beaucoup habité. Surtout, c'est dans le sud. On n'est pas capable de se rendre vraiment dans ces territoires-là. Donc, le territoire qui est occupé et qui est le plus proche, bien, c'est Terre-Neuve. Puis Terre-Neuve, qui est à peine le détroit de Belle-Île, c'est à peine 15 km de large à cet endroit-là, là, dans son plus étroit. Donc, le nord de Terre-Neuve, la côte du Labrador, il y a plein de pêcheurs qui vont là. Évidemment, la couronne anglaise ne veut pas laisser cette côte-là vierge parce que c'est encore le temps des colons. Puis, bon, ils se disent, d'un coup qu'un nouveau colonisateur arrive, alors on va donner juridiction à Terre-Neuve. Il y a une certaine logique là-dedans quand même. Mais après ça, 1774, arrive quoi? Au sud de la frontière, c'est quoi? Les Américains qui décident de brasser puis de dire, nous autres, c'est la Révolution, on se débarrasse de la couronne anglaise. Et cette idée-là fait du chemin jusque chez nous en Nouvelle-France. Et vous savez, quand les Québécois menacent de sacrer leur camp, qu'est-ce qui arrive? Il arrive le temps des concessions de la couronne anglaise, 1774. Donc, l'acte de Québec où la couronne décide de nous faire des petits cadeaux. Et parmi ceux-là, ben, on dit, on redonne la côte du Labrador au Québec. Dans les faits, on est content. Dans la pratique, malheureusement, ça ne donne pas grand-chose parce que c'est trop loin de la Nouvelle-France qui est réellement habitée. On n'est pas capable d'aller asseoir notre autorité là-bas. Et dans la pratique, ben, c'est encore les pêcheurs de Terre-Neuve qui restent là, qui ne tiennent pas du tout compte de la loi, puis qui occupent illégalement ce territoire-là. Et ça, ben, vous allez voir que ça va changer vite parce que environ 40 ans plus tard, la poussière est retombée, hein, on est docile de nature, et là, il n'y a plus aucune menace de séparation de la couronne anglaise. Et dans ce temps-là, ben, qu'est-ce qui arrive? Hein? On l'a vécu à travers l'histoire bien souvent. Quand les francophones se calment, la couronne revient sur sa décision et dit « On va redonner la côte du Labrador en 1809 à Terre-Neuve ». Et cette carte-là que vous voyez, donc on revient sur les mêmes frontières, évidemment, grosso modo que 1763, bien, cette carte-là va rester là pendant plus d'un siècle. Et si bien qu'en 1867, à la création du Canada, bien, c'est le Dominion du Canada, donc avec son Parlement, ses décisions, on s'éloigne de plus en plus de la couronne anglaise. Mais Terre-Neuve demeure une colonie purement anglaise. Et là, ben, il y a de plus en plus de monde qui occupe ça. Et là, ben, tranquillement, ça commence à faire un petit peu de tension parce que non seulement Terre-Neuve veut exploiter la côte du Labrador pour la pêche, mais ils veulent aussi rentrer dans les terres pour l'exploitation forestière. Si bien qu'entre 1902 et 1904, la chicane pogne entre Terre-Neuve et le Québec dit à la couronne anglaise, ben là, il va falloir que vous vous prononciez là-dessus. Et c'est donc le Conseil privé de Londres, qui est l'espèce de cour suprême pour les dépendances en dehors de l'Angleterre. Même en Angleterre, ils ont leur mot à dire. Donc, le Conseil privé de Londres, en 1927, coup de théâtre, on va le dire comme ça, on se fait fourrer d'aplomb. Alors, comment ça marche? C'est que Terre-Neuve dit, regardez les textes de loi, c'est écrit « la côte et les territoires ». Et les territoires, bien, si c'est écrit ça, ça veut dire qu'on a des territoires dans le Labrador et on veut des terres de façon plus profonde pour exploiter la forêt. Donc, les juges du Conseil de Londres, de la Cour suprême, on va l'appeler comme ça, disent, bien, parfait, on vous donne un territoire. Et là, le Québec perd 300 000 km², grosso modo, là, un petit peu moins, 284 000, je pense, de son territoire. On perd ce territoire-là. Et la logique des juges, c'est de dire, on va y aller avec le bassin versant, donc comment les rivières coulent. Les rivières qui vont couler vers l'Atlantique, on donne toutes ces terres-là au Labrador, et les rivières qui vont couler vers le sud, donc vers le golfe du Saint-Laurent, ça va appartenir au Québec. Mais pour rajouter l'insulte à l'injure, pour faire une mauvaise traduction d'une expression, ben, ce qu'on dit en plus, c'est que la frontière sud, on ne tiendra pas compte des bassins versants. On va faire une ligne droite au 52e parallèle, ce qui fait perdre un autre 30 000 km² au Québec et à la province de Québec. Évidemment, on s'est fait rouler dans la farine avec une histoire pareille, sauf que c'est un jugement qui est malheureusement sans appel, on n'y peut rien. Et même pire que ça, en 1949, quand Terre-Neuve est rentrée dans le Canada, ils ont fait rentrer ça officiellement dans la Constitution, ce qui fait que
ben on est littéralement les mains menottées par rapport à ça et on peut rien faire. Terre-Neuve a offert de racheter des bouts du Labrador au Québec dans l'histoire, surtout dans les premières années. Duplessis a dit « je rachète pas ce qui m'appartient déjà ». Le Québec n'a jamais voulu payer pour ça. Et dans les faits, ben, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait que le Québec revendique plus, du moins juridiquement parlant, le Labrador au grand complet, mais on conteste énormément cette fameuse frontière sud-là parce que ça nous a fait perdre à peu près 30 000 km² si on avait suivi la même logique des fameux bassins versants. On aurait plus de terre, mais ça ne change rien parce que dans les faits, c'est pas à nous autres. Juridiquement parlant, on l'a perdu et même qu'en 2001, pour en rajouter encore, ben, Terre-Neuve a changé dans la Constitution son nom et c'est maintenant Terre-Neuve et Labrador pour nous rajouter une bonne claque sur la gueule. Alors, je comprends que ça choque du monde, je comprends qu'on s'est fait avoir, mais dans les faits, si on reste dans le Canada, on est obligé de suivre la Constitution canadienne qui dit que ce territoire-là n'est non seulement plus à nous, mais il n'est plus à nous selon la ligne de 1927. Et si on se sépare, ben on n'est pas plus avancé parce que si le Québec devient indépendant, ben vous savez comme moi que c'est l'intégrité territoriale et la non-partition du territoire. Et ce que ça veut dire dans les faits, ça veut dire que si le Québec devient indépendant, ben le Canada n'a pas le droit de revendiquer aucune terre qui appartenait au Québec avant la séparation. Mais en échange, le Québec n'a pas le droit non plus de revendiquer aucune terre qui appartenait officiellement ou officieusement à ce qu'il pense être à lui et qui s'est fait voler. Donc, dans les faits, on a perdu toutes les terres du Labrador, on a perdu le Midwest américain. Je pourrais vous faire une carte jusqu'en Louisiane, si vous voulez, mais la réalité, je vis dedans, puis c'est qu'on a perdu, malheureusement, ce territoire-là, même si, je vous l'accorde, c'est assez choquant. Deuxième sujet très important cette semaine, qui est passé, je dirais pas dans le beurre, mais on n'a pas accordé tant d'importance par rapport à ça, mais moi, ça me fait toujours sauter au plafond. Les urgences qui atteignent jusqu'à 31 heures d'attente dans certaines régions, c'est absolument catastrophique. Et puis là, tu te dis, mon Dieu, 30, tu sais, je veux dire, 30, c'est plus qu'une journée. Tu arrives à l'urgence, puis tu t'assois pour une journée et demie avant qu'un médecin dise ton nom. Puis on dirait qu'on est rendu tellement habitué et tellement soumis qu'on fait comme, bon, mais coudonc, ça a l'air que ça va être ça. Mais la réalité, c'est que la moyenne est de 16h46 minutes. 16h46 minutes, c'est exactement la même chose qu'il y a 5 ans. Alors, la CAQ qui a fait des réformes, puis des méga-structures, puis on met des millions dans ça. Dans les faits, il n'y a pas une mot juste de minute de différence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, c'est même plus, c'est un peu comme je parlais de la justice tantôt, c'est même plus qui est à la tête de l'État. C'est structurel, c'est comme intégré dans le système à quel point les affaires ne fonctionnent pas. Quand tu tombes vraiment malade puis tu es entré dans le système, ça va. Ou en tout cas, ça va mieux. Mais pour entrer dans le système, c'est absolument catastrophique. J'ai accompagné quelqu'un à l'urgence l'été passé. La personne avait vraiment un gros problème, puis quelqu'un qui ne va jamais à l'hôpital, là. Gros problème au rein, incapable de marcher, des douleurs ultra intenses. Donc, on se rend à l'urgence pour une question quand même assez majeure, là. C'est-à-dire que la personne n'est plus capable de tenir, là. On rentre là, on a le numéro, je pense, c'est écrit en haut qu'ils servent le 102, mais tu sais, les numéros, c'est un peu vague comment ça fonctionne parce qu'il y a comme des lettres associées à ça. Mais en tout cas, il y a comme 102, puis nous autres, ils nous donnent un numéro après le triage qui ressemble comme à 162. Moi, sur le coup, je regarde ça, puis je fais comme, OK, tu sais. Et on est resté là, je dirais un bon 5 heures. Et sans blague, si on est rentré à 102, là, les chiffres sont un peu vagues, là, parce que j'ai pas écrit ça, là. Mais 5 heures plus tard, t'es rendu à 108. Mais on est à 164. Fait que là, moi, je m'en vais en avant, puis je dis, là, il arrive quoi? La personne fait, écoute, c'est un samedi soir en plus, il y a bien des batailles dans les bars, il y a des accidents, des ambulances arrivent, il y a des priorités. Puis je le comprends, il y a des priorités. Mais je dis, en même temps, ça n'a aucun sens. Vous en passez un à l'heure, puis on est comme 60e, là, 60 en arrière de votre numéro. Elle dit, c'est comme ça. Mais elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez, on peut aussi vous donner un rendez-vous pour demain matin. Vous allez en clinique externe, puis vous allez avoir un rendez-vous fixe. Ben, je fais comme, mais pourquoi vous ne me le disiez pas au départ, tu sais?
Pourquoi vous ne me dites pas ça dès le début? C'est-à-dire que si vous nous dites soit que tu vas attendre pendant 18 heures ici, ou soit que tu t'en vas te coucher chez vous, puis tu reviens demain avec cette personne-là. Bon, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais je me dis ça n'a aucun bon sens. Alors, moi, je me dis, ben, il y a des choses qu'on peut changer. Et ma fille est tombée malade au Japon l'an passé. Là, c'était la grève d'Air Canada, puis on était cloués au Japon pendant plusieurs jours. Elle est tombée malade, elle a fait une grosse infection. Les photos que vous voyez là, c'est pas l'intelligence artificielle qui les a faites. Là. Tu rentres à l'hôpital au Japon, là, c'est pas une blague. Là. Tu peux manger à terre tellement que c'est propre. OK? La salle d'attente que vous voyez, là, c'est des lazy boys. Le monde est assis dans des lazy boys. Regardez, près de la colonne, il y a un piano à queue dans l'urgence. C'est propre, pas beaucoup de monde. On a attendu moins de 15 minutes à l'urgence. Mais pourquoi ça fonctionne bien à l'urgence au Japon? Ben, c'est qu'ils rentrent du privé puis du public ensemble pour désengorger le système puis enlever de la pression sur le système public. Parce que là, notre logique, c'est de dire, non, nous autres, là, on ne fera pas ce que le Japon fait, puis on ne fera pas ce que les pays en Europe font généralement, de faire une combinaison public-privé. Puis ça va faire quoi? Ça veut dire que nous autres, on dit qu'il faut que ce soit des soins universels et gratuits. Ils sont gratuits, mais ils n'existent pas. Bon, en tout cas, ils n'existent pas en termes de qualité. Ça me rappelle quasiment l'ex-URSS qui disait, non, nous autres, vous allez avoir le logement puis de la subvention sur la nourriture. Mais tu vas rester dans une chiotte puis tu vas faire 8 heures d'attente pour aller acheter un pain. Qu'est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. On devrait peut-être commencer à s'inspirer des pays, justement, qui ont cette combinaison-là, où on dit 70% est payé par l'État, mais il y a un 30% qui est par ton assureur privé, mais en échange, tu payes moins d'impôts qui s'en va à une méga structure qui engage des milliers d'employés sans arrêt, mais juste pour la structure, qui ne sont même pas du personnel soignant. Fait, en tout cas, moi, je me questionne beaucoup par rapport à ces affaires-là. Évidemment, ticket modérateur, on ne veut pas l'avoir non plus pour les mêmes raisons. On veut des soins gratuits. Mais est-ce qu'on a les moyens vraiment de se payer ces soins 100% gratuits, alors qu'en réalité, tu les obtiens souvent pas du tout. Il y a des gens qui attendent, qui savent là, qu'ils ont un diagnostic de cancer et ils attendent pendant des mois, voire des années avant de pouvoir avoir un traitement. Ça n'a aucun bon sens qu'on accepte ça. Ça n'a aucun bon sens qu'on accepte que des gens attendent 30 heures pour aller voir un médecin à l'urgence. Ou sinon, il y a trop de gens qui vont à l'urgence aussi pour rien. Peut-être qu'il faudrait aussi faire en sorte que, tu sais, la loi dit que tu es obligé de soigner quelqu'un qui va à l'urgence, mais au triage, ils savent des fois que la personne va là pour rien. Il y en a qui prennent ça comme un club social puis qui se rendent là souvent. Fait que peut-être aussi qu'il faudrait être capable que le triage dise malheureusement, on ne vous soignera pas. Là. Vous avez un rhume aujourd'hui, là, puis allez au CLSC s'il faut, mais l'urgence, ça le dit par définition, c'est urgent. Et si on veut continuer de cette manière-là, ben, qu'on dise au monde, gars, va au privé. Si dans un délai raisonnable, on n'est pas capable de prendre soin de toi, va au privé, mais que l'État rembourse 100% de ce que ça t'a coûté pour aller au privé pour faire soigner, ce qu'au départ, on a déjà prépayé en avance, mais qu'on n'a pas de service en échange. Dernier sujet, je voulais vous parler de ça. Ça fait 2 semaines, mais finalement, il y a eu trop d'actualité, puis je l'ai repoussé. C'est quand il y a eu le 50e but de Cole Caulfield, je lisais ça et c'était écrit en dessous, comme ça, subtilement. Le journaliste qui écrit, vous savez, même si nous, on est soumis au devoir de neutralité, on était quand même content sur la galerie de presse, puis ça m'a fait rire. Puis je me suis dit, depuis quand que les journalistes qui couvrent le Canadien pensent qu'ils sont neutres? Et surtout, depuis quand qu'ils pensent qu'on pense qu'ils sont neutres? Vous n'êtes pas neutres, vous mettez de l'émotion, vous êtes des partisans comme nous autres, puis on aime ça comme ça, c'est bien correct, soit dit en passant. Quand j'étais jeune, c'était plus neutre. Souvenez-vous, ceux qui ont connu René Lecavalier, si je vous mets juste l'extrait vocal de quand il y avait un but, ça ressemblait à « Et c'est le but ». Mais tu ne sais pas, je te mets juste ça, tu ne sais pas si c'est le Canadien ou l'adversaire qui a compté. Mais aujourd'hui, tu sais, on dit la différence quand le Canadien performe puis quand c'est l'adversaire qui performe. Puis c'est parfait comme ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est que la neutralité dans les journaux, dans les médias, je suis obligé de vous dire que j'y crois pas tant que ça. Je parle un peu de l'intérieur, mais c'est correct. C'est pas un jugement là, de valeur où je dis que c'est dégueulasse ce qui se passe. Mais tout ce que je trouve plate, c'est qu'on essaye souvent de nous vendre ça, même en politique. Tu sais, quand il y a des émissions comme La Joute ou Les Mordus,
J'écoute ça des fois, puis la personne dit non, mais moi, je fais fi de la partisanerie. C'est un commentaire vraiment objectif que je vous fais, là. Puis la personne, voyons donc, lâche-nous, là. T'es pas objectif. Pendant tout, c'est des gens qui viennent de différentes familles politiques. C'est des gens qui ont des influences, ben, c'est correct. C'est ça l'ajoute, tu sais, je veux dire. Et souvenez-vous, quand PSPP, là, il n'y a pas longtemps, tu sais, c'était l'hommage à François Legault, puis bon, il y avait comme une petite maladresse, je suis d'accord, là, c'était un peu cheap comment il avait fini ça, avec un petit ton un peu partisan, puis c'est correct dans ces émissions-là d'en parler, puis même de faire une remontrance, mais je me souviens, Dimitri Soudas, comment il avait réagi à ça, hein? Je vous mets un extrait. Les électeurs, mise en garde, surtout les Québécois, ne veulent pas un trou de cul comme premier ministre. Ah non, mais là, attendez, là, non, mais vous pouvez pas aller là. Non, mais ce que je veux dire avec ça... Vous ne pouvez pas aller là, OK? Je suis désolé. Faut juste... comme président de la Chambre, je vous demande de retirer vos paroles. Je retire mes paroles, Monsieur le Président. Très bien, merci. Non, mais sentez-vous la neutralité dans le propos de Dimitri? Sentez-vous à quel point ça n'a rien à voir avec le fait que lui, il défend le fédéralisme, puis que, penses-tu, si ça n'avait pas été PSPP, puis un souverainiste qui avait commis cet impair-là, qui aurait eu le même ton? Puis lui, il dit là, dans son commentaire, il dit non, moi je parle de façon générale, je ne m'adresse pas à PSPP en particulier, je suis neutre dans ça. Comment, tu sais? En tout cas, c'est ça. Puis là, je sais, il y a des gens qui vont dire, t'es confus, Nantel, là, tu confonds, là. Tu confonds le commentaire avec le journalisme, là, le commentaire, puis la chronique, puis les données d'opinion. Ça, c'est vraiment subjectif, mais le journaliste, c'est toujours objectif. Non, je ne confonds pas. C'est volontaire de la part des médias. C'est eux qui amènent la confusion, justement. Parce que quand j'étais jeune, un journal, là, il y avait comme une page où il y avait un éditorial. Là, c'était vraiment de l'opinion, puis la ligne de parti, si on veut. Puis le reste, c'était du journalisme qui était quand même plus neutre qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un mélange des genres qui est volontaire. Et il y a de la confusion qui est imposée par les médias parce qu'on sait qu'on vend de l'émotion. C'est plus intéressant de vendre de l'émotion. Si aujourd'hui, au lieu de faire du commentaire sur l'actualité, je vous dis, ben oui, cette semaine, on a vu que les hôpitaux vont pas bien, puis... Kirby Dack est poche. Non, vous aimez ça que je dis Kirby Dack est pas bon, puis qu'il y ait de l'émotion. Mais c'est ça qu'on nous vend dans le sport, c'est ça qu'on nous vend dans la politique, c'est ça qu'on nous vend dans le showbiz aussi, soit dit en passant, même si on dit non, le critique, il vient s'asseoir puis il est neutre. Le critique n'est pas neutre, le critique il est chum avec certains artistes, puis il y en a d'autres qui n'aiment pas personnellement. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je ne crois pas à ça, l'idée que les journalistes devraient faire des enquêtes journalistiques quand il y a des dénonciations pour des affaires importantes. Je dis, allez voir les tribunaux, allez voir la police, parce qu'un journaliste, ça connaît du monde, c'est pas neutre, il n'y a même pas d'ordre professionnel de toute façon, c'est pas la même affaire, tu sais, c'est pas comme le Collège des médecins qui peut empêcher un médecin de pratiquer. Il n'y a pas d'ordre. Le conseil de presse, c'est pas un ordre professionnel en passant. Vous savez, le conseil de presse, c'est un tribunal d'honneur. Alors, c'est des journalistes et des citoyens aussi qui se prononcent sur la qualité du journalisme et qui peuvent faire un blâme. Il peut y avoir aussi un conseil des humoristes qui vont me faire des blâmes, mais moi, j'ai quand même l'impression de bien faire ma job. Fait que ce que le conseil peut dire, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a vraiment une capacité d'empêcher un journaliste de mal travailler? Pas du tout. Donc, souvenez-vous, Coluche qui disait « La seule chose qui est vraie dans un journal, c'est la date ». Évidemment, Coluche qui est un humoriste qui aimait ça exagérer, mais la réalité, c'est qu'il y en a des fois qui le disent pas trop fort, mais souvenez-vous même John Swinton. John Swinton, qui était rédacteur en chef du journal New York Times aux États-Unis, mais c'est quand même, ça fait un bail, là, c'était au 19e siècle, mais il avait rendu un grand hommage, il avait fait une grande soirée en disant « Merci pour ce que vous faites pour la presse indépendante ». Puis Swinton avait dit « Ça n'existe pas, la presse indépendante. » Il a fait, c'est une grande citation, là, mais je vous en ai des bouts. Il dit « Chacun sait que la presse indépendante n'existe pas. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir. Nous sommes les valets des hommes d'affaires riches qui commandent derrière des coulisses. Nous sommes les marionnettes et des prostituées intellectuelles. » Évidemment, je considère qu'il exagère, lui aussi, il faisait un show. Mais le fond de l'affaire, c'est que la neutralité journalistique ne peut pas exister. Parce qu'il y a des impératifs auxquels un journaliste est toujours soumis. Et ça a toujours existé, puis ça va toujours exister.
Donc, est-ce que vraiment le but du journaliste, c'est de mentir puis de dire des faussetés? Je pense pas. Mais de temps en temps, on manipule un petit peu les choix puis l'information en fonction des intérêts du média pour lequel on travaille. Puis ça, je pense que ça existe. Puis l'idée, c'est pas de parler comme un conspirationniste puis de dire « Ah oui, il y a des rencontres, puis on dit... » Personne dit à un journaliste quoi écrire en passant. Mais le journaliste n'est pas idiot. Il sait bien que le média pour lequel il travaille est libre d'engager qui il veut, est libre de congédier qui il veut, il connaît la ligne éditoriale, il sait à peu près, tu sais, tu as la pression des patrons, des collègues, et tu sais à peu près ce que tu dois faire, puis ce que tu ne dois pas faire pour rester quand même dans patente. Alors, souvenez-vous, tu sais, moi, j'ai fait, ça s'appelle « Faut en parler », une petite... j'avais fait 3-4 capsules quand j'avais sorti le livre offensant. Et entre autres, j'avais fait une capsule avec Patrick Lagacé et Louis-Gilles Franqueur où on avait abordé ce sujet-là. Puis vraiment, c'était super intéressant. Puis il en avait parlé de façon très ouverte. Je vais vous montrer un extrait de ça. C'est sûr qu'il y a toujours une sorte de lien entre le système de propriété puis le fait de travailler dans la boîte. Je suis convaincu que dans toutes les boîtes, il y a toujours une petite gêne quand les intérêts du propriétaire sont en cause. Mais la grande matrice de l'information, comme le disait Patrick, c'est que s'il n'y en a pas un qui le dit, les autres vont le dire. Guy, j'aimerais vraiment ça que le média A puisse dire « Mon propriétaire est un ci puis un ça ». Ben oui, écoute, ce serait fantastique dans tout, que ce soit ici ou ailleurs. Mm-hmm. Regarde, si on continue à avoir un modèle où les médias sont propriétés de grands groupes, de gens milliardaires, puis on le voit un peu partout, bien, ces médias-là ne vont pas critiquer, ne vont pas enquêter sur leurs propriétaires, leur groupe propriétaire. Donc, évidemment que c'est vrai pour les grands groupes. Évidemment, je sais que Pierre-Carl Péladeau peut avoir une influence sur ce qui se dit dans le Journal de Montréal, mais c'est vrai aussi pour les sociétés d'État, je pense comme Radio-Canada, où il y a un mandat à remplir, il y a une vision, ils le disent dans leur mandat, une vision multiculturelle, une vision pan-canadienne, et t'es pas totalement libre quand tu travailles là. Il faut quand même que tu transmettes un message. Puis c'est même vrai pour la presse qui est une OBNL, soit dit en passant, parce que rappelez-vous, quand André Desmarais s'était fait poser la fameuse question, André Desmarais qui avait dit au départ, non, la presse va être entièrement libre, mais en commission parlementaire, Pascal Bérubé l'avait brassé popé, puis il avait dit, ouais, mais est-ce qu'ils sont encore fédéralistes à la presse? Parce que vous autres, vous quittez Power Corporation, mais vous donnez quand même 50 millions, puis vous assurez les fonds de pension, fait que l'OBNL, es-tu libre ou est pas libre? Est-ce qu'ils vont rester fédéralistes ou pas? Puis ça avait été ça, la réponse quand même de Desmarais. Je n'irai pas, c'est absolument vrai. Nous avons été propriétaires du journal et nous avons exercé notre droit de propriétaire sur ces questions-là. Je pense qu'ils vont rajeunir probablement la mission pour qu'elle soit un reflet un peu plus d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle sera fédéraliste? La réponse probablement c'est oui. Je serais surpris que la presse change de sa façon aussi considérablement sur sa mission. Et c'est ça, à la fin de la ligne, votre question, parce que de là vient la position éditoriale qui probablement ne supporte pas un parti séparatiste qui veut séparer le Québec du Canada. Alors, mon but à travers tout ça, c'est pas de dire que les journalistes font mal leur travail, pas du tout. C'est surtout de dire, à quel point maintenant l'émotion compte plus dans la transmission du message journalistique aujourd'hui qu'autrefois, et deux, évidemment qu'il y a toujours des pressions qui viennent d'un employeur, pressions qui sont souvent subtiles, qui sont des fois même presque invisibles, mais tu as quand même conscience. Et tu le vois dans le message, tu as le choix, ils choisissent les sujets en passant, puis par conséquent, ils choisissent aussi des sujets desquels ils ne parlent pas, ils choisissent les titres, ils choisissent la façon dont ils te mettent en valeur, la photo. Moi, j'ai déjà mis une photographe dehors d'un show parce qu'elle s'était présentée sans demander la permission, puis elle dérangeait tous les spectateurs. J'ai demandé de sortir. Le lendemain, dans la presse, c'était Guy Nantel sort une journaliste, puis il avait pris une photo en personnage que j'étais en train... Ça donnait l'impression que je voulais me battre avec une photographe. Mais la réalité, c'est juste qu'on essaye de mettre en scène des choses. Il y a une mise en scène, c'est ça que j'essaye de vous dire, tu sais, dans le choix des sujets, puis dans le titre, puis dans la photo. Puis c'est bien correct comme ça. Parce qu'un journal n'est jamais totalement libre, une station de télé n'est jamais totalement libre. Il y a toujours
plein de monde qui influence ces choix-là. Puis, ça fait en sorte que vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous informer à différentes plateformes et de considérer que moi, en tout cas, je ne suis pas neutre. Alors, je vous offre de l'information biaisée et tronquée. Sur ce, continuez de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, continuez de commenter et surtout, partagez-le, envoyez ça au plus de monde possible, de faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de monde et qu'éventuellement, peut-être qu'on pourra se partir un Patreon ou des trucs comme ceux-là parce que je ne sais pas encore si je reviens cet automne avec cette formule-là. Merci de votre présence. À bientôt. Salut.